Miami Beach, 2017. Sur les plages idylliques de Floride, les vacanciers bronzent sous le soleil estival. Protégés par la Grande Barrière, ils profitent du drapeau bleu. Aujourd'hui, le taux de pétrole dans l'eau est en dessous du seuil maximal. La marée noire cataclysmique, provoquée par l'explosion d'une plateforme pétrolière 7 ans auparavant, n'a jamais pu être stoppée. Le golfe du Mexique est devenu une vaste zone morte, asphyxiée par une épaisse nappe de pétrole lourd. Toute vie maritime a disparu. Pour sauver les côtes américaines, un immense barrage flottant a été installé de façon permanente. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 2010, la terrible marée noire provoquée par le naufrage de la station Deepwater a fini par être endiguée. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante, du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. « 2001, Corée du Sud. La plateforme pétrolière Deepwater Horizon est opérationnelle et prête à effectuer son premier forage en haute mer. Nuit du 20 avril 2010. La plateforme est en feu. Le 22, elle sombre au fond du golfe du Mexique. 5 mois plus tard, la société British Petroleum arrive enfin à colmater la fuite de pétrole et à stopper la marée noire. Ces 3 événements intimement liés sont des moments clés du naufrage de Deepwater Horizon, l'une des plus graves catastrophes pétrolières de tous les temps. Le pétrole, l'or noir. Dans nos sociétés, où que l'on regarde, quoi que l'on fasse, il est partout. Il est à la base de nos plastiques et de nos routes. Il fait rouler nos voitures, voler nos avions. Grâce à lui, nous avons pu marcher sur la Lune. De son utilisation comme remède dans l'Antiquité jusqu'à nos stations-service, il accompagne l'humanité depuis plus de 2000 ans. Enfoui à des centaines de mètres sous la Terre, il est depuis plus d'un siècle le formidable carburant de l'activité humaine. Pourtant, il n'a pas toujours été là. Millions d'années après millions d'années, dans les profondeurs des premiers océans, les restes de milliards d'organismes vivants se sont lentement déposés sur le fond marin. S'accumulant en couches successives, une infime partie de cette matière organique en décomposition a été progressivement recouverte par des sédiments et s'est enfouie de plus en plus profondément dans les entrailles de la Terre. Plusieurs dizaines de millions d'années plus tard, une forte pression et des températures montant jusqu'à 150 degrés l'ont transformé en hydrocarbures. De faible densité, ce pétrole brut a eu tendance à remonter à la surface, profitant de la perméabilité de certaines roches. Il a alors pu atteindre les premiers mètres du sol, où il est progressivement devenu plus lourd, plus épais, du bitume. Mais parfois, sa migration a été bloquée par une couche de roches imperméables. Il s'est alors accumulé, goutte après goutte, dans d'immenses réservoirs naturels. Piégé à des milliers de mètres sous nos pieds, soumis à de fortes pressions, il suffit de forer au bon endroit pour le faire remonter et jaillir à la surface. Les millions d'années d'énergie fossile condensée dans ce liquide noir et visqueux se retrouvent alors à la disposition de qui saura s'en servir. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés.
Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, imaginons notre monde sans hydrocarbures. La conséquence la plus visible serait dans le secteur des transports. Nos voitures, mais aussi nos camions et nos bateaux, fonctionnent quasiment exclusivement grâce au pétrole. Sans lui, nous en serions restés à l'énergie reine du 19e siècle, le charbon. Mais le charbon est une source d'énergie bien moins puissante que le pétrole. Pour obtenir le même rendement, il aurait fallu couvrir la planète de centrales à charbon, les sous-sols ne seraient plus qu'un gruyère et les forêts en voie de disparition. Avec une chaudière à charbon, impossible de faire décoller un avion, et encore moins une fusée. Privés de satellites, nous n'aurions pas de téléphone portable, ni de GPS. Nous voyagerions en train, en paquebot ou en zeppelin. Sans pétrole, pas de matières plastiques. Elles ont pourtant révolutionné nos modes de vie. Hygiène médicale et sanitaire, emballage alimentaire, électronique. Le pétrole a été, et est encore aujourd'hui, l'un des plus puissants leviers du développement de l'humanité. Titusville, 1859. Dans cette ville pionnière de Pennsylvanie, Edwin L. Drake a pour la première fois sur le sol américain extrait du pétrole par forage. Depuis, la région s'est couverte de derricks, la petite ville s'est dotée de raffineries, sa population a explosé, passant de 250 habitants à 10 000 en 5 ans. La découverte a lancé une véritable ruée vers l'or noir. Jusqu'alors, l'extraction industrielle des gisements souterrains était considérée comme impossible. L'idée de Drake a été simple. Suspendre un trépan, sorte de pièce massive en acier, à un câble mis en action grâce à une machine à vapeur. Le 27 août 1859, il a réussi à percer la couche de roche imperméable qui retenait le pétrole brut. En jaillissant à la surface, le précieux liquide a marqué le commencement d'une nouvelle ère, celle de l'exploitation industrielle du pétrole. Très vite, des gisements sont découverts à travers le monde. Les sociétés pétrolières fleurissent, se livrant une course effrénée à qui obtiendra les meilleures concessions. La production passe de 6 000 barils en 1859 à 150 millions en 1900. Désormais, on n'utilise plus uniquement le pétrole pour l'éclairage, mais aussi pour le chauffage et les moteurs des premières voitures. Rapidement, le pétrole devient un véritable pilier de l'économie. Aucun pays ne peut plus prétendre au développement sans s'être assuré un approvisionnement abondant et sûr en hydrocarbures. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous la pression conjuguée de l'augmentation du prix du baril et de la demande énergétique, des gisements jusqu'alors jugés économiquement non viables deviennent rentables. On creuse de plus en plus profond, dans des conditions toujours plus extrêmes. On comprend alors que les ressources naturelles de pétrole, les réserves disponibles, sont beaucoup plus grandes que ce que les techniques de forage permettent effectivement de récupérer. Dans les années 70, l'industrie pétrolière se lance à l'assaut des champs pétrolifères de la mer du Nord, jusqu'alors inexploitables. Pour défier les éléments et atteindre les gisements profonds de plusieurs kilomètres, on construit de formidables plateformes pétrolières. C'est le début de l'exploitation offshore. Géant des mers. Une plateforme pétrolière est une unité permettant d'extraire, de produire ou de stocker des hydrocarbures en haute mer. Il en existe 17 000 tout autour du globe. Parmi elles, certaines sont fixes et sont exclusivement conçues pour exploiter des gisements situés à moins de 300 mètres de profondeur. D'autres, flottantes et motorisées, sont spécialisées dans le forage de puits en eau très profonde. C'est le cas de la station Deepwater Horizon. Ce type de plateforme, équipée de flotteurs géants et de moteurs diesel, réajuste en permanence sa position pour se placer exactement à la verticale du forage.
Son derrick permet de faire descendre la colonne de forage, longue file de tiges creuses vissées bout à plusieurs kilomètres sous le plancher océanique. À l'autre extrémité, un trépan en acier très dur ronge la croûte terrestre à la recherche d'une poche de pétrole. Pendant que l'on creuse, de la boue est injectée en permanence pour refroidir le trépan, évacuer les débris, équilibrer la pression et stabiliser le puits. Tout au long de l'opération de forage, un travail de solidification du puits à base de tubes d'acier et de ciment permet de minimiser les risques d'accident. Ce que redoute avant tout le personnel d'une plateforme, le kick, une irruption subite et violente de pétrole ou de gaz sous pression. Pour réduire les risques, un mécanisme complexe appelé bloc obturateur de puits permet d'instantanément bloquer tout reflux dans le tube. En théorie, si tous les systèmes de sécurité sont opérationnels, un accident ne peut pas arriver. Avril 2010, Golfe du Mexique. 70 km au large des côtes américaines. La plateforme pétrolière ultramoderne Deepwater Horizon, louée par la société britannique BP, vient de terminer l'un des forages les plus profonds de l'histoire. À son bord, 126 personnes hautement spécialisées. Leur mission, forer les puits, les stabiliser, puis laisser la place aux plateformes d'exploitation. Deepwater est un bijou de technologie. Grâce à elle, la compagnie pétrolière BP va pouvoir atteindre des gisements jusqu'alors inaccessibles. Pourtant, en ce 20 avril, la multinationale est en retard sur son planning. Chaque jour, elle perd environ 1 million de dollars. Il est grand temps d'achever la dernière étape du forage, la création d'un bouchon temporaire en ciment, avant qu'une autre unité de production ne prenne le relais. 11h15. L'équipe en charge de la vérification du ciment quitte la station sans avoir pu mener tous les tests réglementaires. Depuis quelque temps, au sein de la multinationale, la tendance semble être à la restriction budgétaire, notamment sur la sécurité. Les tests ont été jugés trop longs, trop chers et superflus. « 19h55. Sur le pont de forage, l'équipe en charge des opérations effectue un contrôle de pression. L'objectif est de vérifier que le bouchon en ciment empêche bien le pétrole de remonter. Le test se révèle négatif. Mauvais signe. Cela pourrait signifier un problème grave, impliquer un sérieux contretemps et empêcher le déplacement de la plateforme. On décide alors d'employer une autre méthode de mesure. Les nouveaux résultats sont interprétés comme positifs. Mais 5500 mètres plus bas, profitant d'une faille dans le bouchon en ciment, du pétrole et du gaz ont commencé à s'infiltrer dans le puits. 20h52. La pression chute dans la colonne. Le puits devient instable. Dans l'obscurité des fonds marins, les hydrocarbures remontent inexorablement en direction de la surface. 21h40. Un ouvrier remarque de la boue sur le sol du pont de forage. Aussitôt, on enclenche la première sécurité. Sur le fond marin, l'annulaire du bloc obturateur est fermé pour empêcher toute infiltration. Trop tard. Des hydrocarbures remontent déjà à toute vitesse le long de la colonne. Sur le pont de forage, un mélange de boue et de pétrole jaillit. Le puits est en éruption. On tente en vain d'activer toutes les sécurités du bloc obturateur, mais sous la pression, le tube s'est déformé. Les ultimes dispositifs de sécurité ne répondent pas. Déchirant l'obscurité, les alarmes se déclenchent. Des gaz hautement inflammables envahissent la plateforme. La situation devient explosive. De partout, on sent une terrible odeur d'essence. Il suffit d'une étincelle, quelque part. Combattre une marée noire. Le pétrole ne se dissout pas dans l'eau. Plus léger, une grande partie flotte à sa surface en nappe compacte. Le danger immédiat touche la vie marine.
les mammifères qui ont besoin de remonter à la surface pour respirer, ou les oiseaux englués dans un océan de mazout. En coupant les rayons du soleil, il empêche la photosynthèse du plancton et commence lentement à asphyxier l'océan. Si l'on ne fait rien, le stade ultime d'une marée noire est donc un océan mort, dans lequel plus aucun organisme ne peut vivre. Pour lutter contre ces nappes, on peut mettre en place des barrages flottants qui protègent les côtes. On peut aussi brûler les nappes en surface ou utiliser des produits dispersants qui les fractionnent en petites gouttelettes, ce qui accélère leur dégradation naturelle. Si le pétrole arrive malgré tout jusqu'aux côtes, les armes restantes semblent bien dérisoires. Pelles et bulldozers ne peuvent plus que nettoyer les plages sinistrées. Dans tous les cas, stopper l'origine de la marée noire est la priorité absolue. Sans ça, le combat est perdu d'avance. 11 personnes sont mortes dans l'explosion initiale. 115 sont piégées dans une plateforme en perdition, ravagée par les flammes. Dans une chaleur accablante, au milieu des vapeurs d'hydrocarbures, les hommes exécutent machinalement les gestes répétés des dizaines de fois à l'entraînement. Le chaos est indescriptible. L'incendie alimenté par un gisement pétrolier entier échappe à tout contrôle. Secourus par un bateau ravitailleur, les hommes de Deepwater ne peuvent que contempler, impuissants, l'étendue du désastre. Tous savent que l'enfer ne fait que commencer. En pleine nuit, les gardes-côtes qui ont reçu le message de détresse de la station font route de toute la puissance de leur machine en direction du sinistre. Au petit matin, des navires pompiers se rapprochent au plus près de la fournaise pour combattre l'incendie. Peine perdue. Le 22 avril, à 10h21, la station pétrolière Deepwater Horizon, blessée à mort, sombre avec 2 600 000 litres de pétrole à son bord. Le tube d'acier qui relie la station au puits se tord sous le poids du géant à l'agonie, puis se rompt, vomissant un flot intarissable de pétrole brut au cœur de l'océan. Des millions de litres de pétrole par jour. Le 2 mai, pour atteindre la fuite et la colmater, BP lance le forage de puits de secours. Mais le chantier va prendre des mois. La course contre la montre est lancée. Tout l'arsenal est déployé. Barrage de confinement flottant, brûlage contrôlé, tentative de réactivation du bloc obturateur à l'aide de robots sous-marins. Mais rien n'y fait. L'état d'urgence est déclaré. Au 15 mai, toutes les tentatives de BP pour stopper la fuite ont échoué. Les gardes-côtes autorisent l'utilisation du Corexit 9500, un puissant dispersant de pétrole, sacrifiant ainsi l'écosystème marin au profit de la sauvegarde des côtes. Au 21, alors que les débats font rage pour déterminer à qui revient la responsabilité juridique de la catastrophe, des centaines de kilomètres de côtes ont déjà été touchés. Le 1er juin, l'hémorragie dure depuis plus d'1 mois. En juillet, les efforts commencent tout juste à payer. Un nouveau confinement diminue le débit de la fuite. Début août, les ingénieurs de BP parviennent à infiltrer de la boue directement dans la colonne de forage et à lentement endiguer le flot de pétrole. Le puits est officiellement stabilisé, mais pas encore définitivement scellé. Le 16 septembre, le forage de secours atteint enfin son objectif et injecte des tonnes de ciment dans le puits. Le 19, le cauchemar est terminé. Il aura duré 5 mois. Reste à payer l'addition. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Le naufrage de la station Deepwater a entraîné l'une des pires marées noires de l'histoire.
Après 5 mois de lutte, la société BP a finalement réussi à colmater la fuite. En 1979 déjà, une autre plateforme avait également explosé puis coulé. La fuite, moins importante, avait pu être stoppée au bout de 9 longs mois. Si BP n'avait pas réussi à reprendre le contrôle du forage, les conséquences sur l'environnement, déjà dramatiques, auraient été sans commune mesure. Les eaux du golfe du Mexique, privées de soleil et saturées de pétrole, seraient devenues des zones mortes, dépourvues d'oxygène, où plus aucune vie n'aurait été possible. Pour protéger ce qui pouvait encore l'être, d'immenses barrages permanents auraient ceinturé les côtes américaines sur des centaines de kilomètres, donnant aux baigneurs une certaine impression de normalité. Mais au-delà du barrage, la zone sinistrée ne serait plus qu'une mer morte abandonnée à son sort. Un océan de pétrole. Près de 780 millions de litres de pétrole brut se sont répandus dans les eaux du golfe du Mexique. L'impact sur la faune et la flore, dévastateur, est impossible à quantifier. La marée noire s'est répandue sur près de 62 000 km², tuant des centaines de milliers d'animaux marins, ravageant 1700 km de côte. La plus terrible catastrophe pétrolière maritime à ce jour. Pourtant, en comparaison avec l'impact global de l'industrie du pétrole sur notre monde, il ne s'agit malheureusement que d'une goutte d'eau. En 2016, la production mondiale atteignait près de 92 millions de barils par jour. Extraire et transporter tout ce pétrole pose des problèmes géopolitiques délicats, attise les convoitises. Seuls quelques pays en situation de quasi-monopole possèdent l'essentiel des réserves mondiales. En 1970, le prix du baril était de 1,80 $. En 2008, il a atteint 146 $, 80 fois plus. Chaque baril produit devient un moyen de pression. Des chocs pétroliers des années 70 à la guerre du Golfe de 1990, toute crise pétrolière semble être, par essence, une crise politique. Moteur du développement, l'or noir est souvent celui de la guerre. Les enjeux économiques et stratégiques sont colossaux, tout comme l'implication directe du pétrole dans l'émission des gaz à effet de serre, reconnus aujourd'hui comme principaux responsables du réchauffement climatique. Coincés entre diminution des réserves, guerre, enjeux financiers et défis climatiques, l'humanité semble contrainte, sous peine de tomber en panne sèche, de trouver de nouvelles solutions énergétiques. Mais ceci est une autre histoire. Chaque litre de pétrole est un ultra concentré d'énergie fossile accumulée depuis la nuit des temps. Une puissance phénoménale piégée dans de minuscules poches réparties sur la planète. En la domestiquant, l'humanité s'est développée comme jamais auparavant. Nous nous sommes parfaitement habitués à cette nouvelle puissance et l'avons utilisée sans restriction, au point de perturber le climat à l'échelle planétaire. Grâce au pétrole, nous connaissons l'abondance. Mais tout cela a un prix. Nous vivons actuellement au-dessus de nos moyens et nous dilapidons nos ressources. Car cette énergie fossile existe en stock limité. Le pétrole n'est pas une énergie renouvelable. Plus on en consomme, et moins il y en a. Alors que la demande ne fait que croître, l'offre ne peut, à terme, que baisser, alimentant les tensions. Le débat sur l'après-pétrole soulève d'innombrables inquiétudes. Certains estiment qu'il faudrait arrêter immédiatement toute combustion d'hydrocarbures. D'autres refusent de sacrifier leur style de vie et misent sur la science pour trouver de nouvelles sources d'énergie. La solution, comme souvent,
est peut-être entre les deux. Une chose est sûre, une période de changements importants s'annonce. Des changements au moins aussi importants que ceux qui ont suivi la découverte du pétrole.